bonjour à tous. Merci beaucoup de nous avoir rejoints pour cette dernière conférence de la matinée dédiée au restructuring et au private equity. Je pense que vous l'avez déjà entendu et puis vous l'avez dû le voir sur nos affiches. C'est la 20e édition du Private Equity Exchange and Awards. Nous sommes absolument ravis de passer notre anniversaire avec vous, passer cette nouvelle dizaine. Alors, la dernière version était en digital. Cette version, elle est masquée. Donc j'espère que la prochaine, on sera complètement libéré et ça sera un peu plus convivial. Mais en tout cas, nous sommes ravis de vous revoir en physique. On va parler maintenant d'investissement dans des sociétés en distress. J'ai beaucoup de chance parce que je suis extrêmement bien entourée. 6 experts en la matière qui vont pouvoir apporter leur éclairage sur le sujet. Quel red flag il ne faut absolument pas éviter quand on investit dans une société, dans un distress business, quelles erreurs il vaut mieux éviter. Je vais vous laisser vous présenter les uns après les autres, en commençant par Sam à ma gauche. Donc Sam Golshani, cabinet White & Case. Je fais ce métier depuis 1997 et le restructuring de ce type-là, quand la vague a commencé avec Smoby en 2003. Donc ça fait un petit moment. Philippe. Bonjour. Philippe Slang, donc je suis en charge des activités de Mutares en France et à l'international. Mutares est une holding cotée qui investit dans les situations en retournement et je fais ce métier depuis un peu moins longtemps. J'ai créé le bureau de Mutares en France en 2015 et je suis dans ce métier depuis 2005. Bonjour, Renaud Sueur, je suis président d'Arcol Industrie. Arcol Industrie est un holding industriel spécialisé dans la reprise d'affaires en difficulté sous-performante. Je suis dans le business du retournement et de la sous-performance depuis 2009 et je co-dirige Arcol avec Delphine Iniesta depuis 2012. Bonjour, Florent Bergmans. Moi, je fais partie de l'équipe de Hyde depuis la création, dans les équipes retournement et en particulier sur le retournement opérationnel. Bonjour, Éric Lefranc. Je suis le fondateur et le président du groupe Renaissance que j'ai créé en 2013. Et avant, j'avais passé une dizaine d'années chez Caravelle auprès de M. Martel. Et donc, du coup, nous, on a fait 4 reprises depuis. On se polarise sur des reprises de sociétés aussi en situation quand même compliquée. Voilà. Et tout dernièrement, société Agatha, cette année. Bonjour, Jean-Baptiste Albertini, j'ai 38 ans, je suis administrateur judiciaire associé chez BCM. Donc je suis dans ce secteur-là depuis une bonne dizaine d'années, au travers d'un parcours chez les administrateurs et donc associé depuis 3 ans maintenant. Et donc j'interviens un peu partout en France, mais essentiellement en Île-de-France et dans l'Ouest, auprès des juridictions et avec les différents intervenants qui peuvent être ici pour aider les entreprises, donc soit en procédure préventive, soit en procédure collective. On y reviendra, je crois. Parfait, merci beaucoup en tout cas à tous les 6 d'être parmi nous. Comme je vous l'avais dit, c'est un panel de grande qualité avec des experts qui connaissent le sujet sur le bout des doigts et surtout de perspectives, on va dire, différentes et complémentaires. Donc je vous propose d'attaquer directement dans le vif du sujet. Quand on a préparé de cette conférence, évidemment, tout le monde m'a dit que chaque situation est différente, comme vous venez déjà de le souligner. Je vous propose de commencer par cela. Renaud, vous attaquez ? Je pense qu'il est déjà important de marquer une différence importante entre l'investissement en distress et l'investissement dans le private equity classique. Je pense qu'un des gros enjeux dans le private equity classique, c'est de trouver la bonne cible et d'arriver à réaliser une transaction dans de bonnes conditions. Si on rapporte ça à l'investissement en distress, on pourrait dire, et je pense que les investisseurs distress ne me corrigeront pas, que la réalisation d'une transaction, c'est juste le début de l'aventure pour nous. C'est juste le début de l'aventure parce qu'investir dans le distress, c'est investir dans une société, dans un groupe qu'il va falloir changer. Et donc au moment du closing, j'allais dire, c'est le gros du travail qui commence. Le gros du travail qui commence par la vérification des hypothèses qui nous ont conduit à imaginer que c'était une bonne cible et qu'on était en capacité de conduire un plan de redressement. Dans un certain nombre d'occasions, les due diligence de cibles distress sont extrêmement courtes. On a accès à une information parcellaire. Je pense en particulier
les opportunités dans le cadre de procédures collectives où la qualité de la donnée n'est pas toujours là, et en tout cas le temps d'analyse est très faible. Et donc dans les premiers temps de la reprise, on va essayer de valider que l'information, la thèse d'investissement était la bonne. Et tous les investisseurs en retournement ici diront que dans les premières semaines, on est souvent, on n'est pas à l'abri en tout cas d'un certain nombre de surprises et pas toujours des bonnes. Et en réalité, les quelques semaines qui suivent la reprise sont absolument critiques. Et c'est le moment où il faut imprimer vraiment un rythme, une nouvelle direction. Et ça, c'est vraiment une grosse différence par rapport à une reprise de private equity classique où, une fois qu'on a closé la transaction, on a un temps de respiration pour lancer des développements qui seront sur plus long terme. Donc, vraiment, dans le monde du distress, dans le monde du restructuring, la réalisation d'une transaction, ce n'est pas une fin, c'est le début de quelque chose. Et peut-être je rajouterai juste un mot, c'est que il y a une complexité dans la transaction, complexité intrinsèque d'une transaction distressed, qui sera toujours plus élevée qu'une opération classique de private equity. Et donc cette complexité-là vient se rajouter au point essentiel de Renault, qui est évidemment le retournement opérationnel, la reprise, la capacité de rattraper ce couteau en l'air et de ne pas se couper, et de pouvoir créer de la valeur derrière. Mais il y a cette complexité de la transaction qui vient à la fois de l'environnement juridique ou judiciaire de la société, qu'elle soit en redressement judiciaire ou dans des procédures de prévention, de la difficulté de son actionnaire qui peut être lui-même en difficulté ou pas, de la problématique des dirigeants qui sont sortants ou qui restent. Donc tout cet environnement juridique vient se rajouter à la difficulté de la reprise d'une activité qui est par nécessité ou par définition en sous-performance. Peut-être pour donner une illustration sur une des complexités, il y en a une en particulier sur la partie sociale RH, parmi les autres, dans ce monde d'incertitude dans lequel on doit se créer des convictions. Et peut-être retenez ce chiffre, 80%. On a fait une étude sur les plans de retournement qu'on fait post-reprise, sur le taux de réussite. Dans 80% des cas, le COMEX a été fortement changé. Dans 80% des cas, le diagnostic devait être bon pour réussir le plan de retournement. Dans 80% des cas, il a fallu créer une bonne relation avec les IRP, le top management. Dit autrement, si on n'a pas ça, on n'y arrive pas. Or, dans un deal habituel, on est habitué peut-être pas à avoir accès au RH, on a plus de certitude, donc on peut faire confiance et on se dit qu'on aura une clause de revoyure un mois après la prise de contrôle pour mettre en place les choses. Là, on est obligé, et l'exemple du RJ est un bon exemple. C'est mieux d'avoir la conviction du CSE avec soi. Et ça, c'est une des complexités parmi toutes les complexités qui existent. Si je peux développer sur cette partie de différence private equity classique versus retournement. Quand on fait un investissement en retournement, notre première priorité, c'est de comprendre combien de cash, combien de trésorerie il faut pour retourner la société. C'est assez différent d'une opération classique où vous appuyez sur un actif qui a fait ses preuves, qui a une rentabilité récurrente sur lequel vous pouvez appuyer pour appuyer les cash flows, mettre en place un plan de développement, des croissances externes. Nous, on se retrouve dans des situations où généralement l'actif est en difficulté. Donc il fait des pertes avec des situations très diverses, même au sein du restructuring, on en parlait, des process très variables, des actifs qui perdent de l'argent depuis des années, des actifs qui perdent de l'argent depuis plus récemment, c'est le cas beaucoup aujourd'hui, qui ont souffert de la crise du Covid et qui ont donc un besoin temporaire de financement ou qui se retrouvent aujourd'hui dans des situations où la croissance reprend, ils ont besoin de financement pour reprendre la croissance, des actifs qui sont surendettés, donc des situations de carve-out. Nous, on fait beaucoup donc, de sorties de grands groupes. Donc des situations très différentes où, dans un temps limité, il faut arriver à comprendre ces éléments dans le plus grand détail possible. Et comme le disait Florent, de pouvoir pouvoir accès au plus de monde possible dans l'entreprise. Et donc, dans le cas des procédures collectives que je connais moins, où le temps est très limité, il y a ce challenge-là. Il y a le challenge inverse, que parfois les processus de carve-out durent très très longtemps.
Et vous pouvez avoir des opérations qui durent 1 an, 2 ans, parce qu'il y a beaucoup de tiers intervenants. Il y a beaucoup de... Alors, s'il faut donner un exemple, on vient de reprendre un groupe bien connu qui s'appelle La Paire. C'est un processus qui a duré quasiment 2 ans pour plein de bonnes raisons, plein de mauvaises raisons. Mais donc, il faut savoir s'adapter aux processus qui sont mis en place par le vendeur, par leur conseil. Et tout ça pour dire que tous ces processus sont très très différents de l'un à l'autre. Et très très différents en France, très très différents selon les dossiers, très très différents selon les pays. Alors, nous, on a fait pas mal de reprises en RJ, donc peut-être plutôt parler, parce qu'en effet, c'est complètement différent quand on est en in-bonis, c'est RJ, puisque une grosse partie de la restructuration en RJ va se faire au moment de la reprise, hein, contrairement à un plan bonus où ça se fera après. Nous, de manière générale, je pense que le premier élément, quand on va essayer d'adresser une cible, ça va être de bien valider la solidité. Et nous, le point qui nous importe le plus, c'est la tenue du chiffre d'affaires, c'est la fidélité de la clientèle, parce qu'on peut travailler sur les coûts, on peut travailler sur optimiser, mais quand le chiffre d'affaires part, c'est compliqué. Donc, c'est un des points critiques. Après, va s'enclencher une petite partie d'échecs où, en effet, dans un processus de redressement judiciaire, le premier critère pour un juge, c'est la pérennité de l'entreprise. Le deuxième, c'est le social. Et le troisième, c'est l'indemnité des créanciers. Et donc, on voit tout de suite que le prix n'aura pas forcément le critère déterminant. Donc, il va falloir, et c'est vrai, le CSE, les équipes, le management, parfois, vont être assez déterminants, même si ce n'est pas toujours évident. On aura parfois des difficultés à obtenir des informations. Donc il faut savoir jongler après tout ça. Mais il n'y a pas de règle non plus, parce que nous, le dossier Agatha, on l'a fait avec un avis négatif des salariés. Et pour le coup, le juge, dans sa décision, après la décision, de prioriser la pérennité des plans, parce qu'il estimait que les repreneurs étaient plus solides, même si on était moins 10 ans. Il y avait aussi, comme on avait fait ça ensemble, nous on a fait un pari pascalien qui était de dire il faut élargir au maximum l'activité qu'on reprend pour montrer au tribunal qu'on reprenait tout et qu'on n'était pas en train de démembrer ce groupe, alors que nos concurrents directs étaient sur une logique de démembrement avec des gens qui reprenaient juste la marque en Chine dans des conditions plus qu'opaques et des gens qui reprenaient l'activité française. Et le fait que nous, on soit venus complètement à l'orthogonale de ces offres en disant on reprend tout, et effectivement les repreneurs avaient une surface financière et une capacité du retournement qui faisait que ça donnait un peu plus de confort aux juges, ça a permis aux juges d'aller à l'encontre de la décision des salariés, ce qui est habituellement arrive très peu. Là-dessus, pour synthétiser un peu ce qui vient d'être dit, mais on voit qu'il y a vraiment une distinction, la vente de parts et puis la vente des actifs, la vente des entreprises. Je pense que ça, c'est le premier diagnostic qui doit être fait par les différents conseils, les différents intervenants. Pas se tromper sur le bon objectif. Forcément, c'est une spécificité forte de ce type d'opération parce que les décideurs ne seront pas les mêmes. Forcément, quand vous vendez vos parts, vous êtes propriétaire de la société, donc après, il y a des discussions qui s'entament. Et quand vous êtes en redressement judiciaire, vous perdez quelque part un peu de propriété, et donc c'est le tribunal qui va prendre la décision avec différents avis. Donc déjà, pour moi, il y a une vraie différence qui s'opère à ce niveau-là. Donc voilà, donc là, il y a une vraie distinction que moi, je vois dans mon métier, mais que je pense que tout le monde on partage. On vous l'a dit, les critères dans un redressement judiciaire, ils sont posés non pas par un conciliateur, un dirigeant, c'est la loi qui le pose, c'est effectivement la pérennité économique ou industrielle, et puis le volet social qui est très important, et ensuite le prix. Bon, il semblerait que les choses évoluent un petit peu avec les nouvelles réformes, bien sûr, on pourra en reparler à la fin si vous voulez, mais voilà, ça c'est quand même une dimension fondamentale dans nos procédures à avoir en tête, et donc partant de là, il ne faut pas négliger les différents intervenants, on l'a dit, il y a le CSE, donc il faut essayer d'aller voir, il faut aussi coller au terrain, à mon avis, aller visiter les implantations, les usines, ce genre de choses, rencontrer les personnes clés, ce qui est beaucoup plus difficile dans un redressement judiciaire parce que l'information elle est souvent incomplète, et aussi
espèce de règle du jeu qui veut que tout le monde soit logé à la même enseigne. Et donc, du coup, l'accès à l'information, l'accès au comité d'entreprise, tout ça doit se faire à jeu égal entre les différents candidats. Donc, c'est un processus qui n'est pas maîtrisé, alors que dans une procédure, effectivement, comme on dit pre-insolvency, on va faire un peu d'anglais, puisqu'on devait faire la conférence en anglais, et ben justement, j'allais dire, on est beaucoup plus maître et beaucoup plus libre de l'information qu'on va communiquer. Donc, premier diagnostic pour moi, voilà, asset deal ou share deal, c'est vraiment très important. Et puis l'autre, c'est après, quels vont être les bons interlocuteurs, sachant que ça ne sera pas les mêmes, effectivement, dans les deux scénarios. Donc effectivement, chaque situation est différente, surtout quand on parle de situation in bonis ou de RJ. Pour revenir sur ces fameux do's and don'ts, même si on a commencé à l'évoquer, par exemple, avec ce support des représentations du personnel, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en avant d'autres qui est vraiment essentiel, comme un red flag à avoir en tête quand on se lance dans ce genre d'investissement ? Je pense quand même la spécificité de l'investissement distress, c'est assez paradoxal en réalité, c'est qu'on rachète quelque chose pour le changer. Normalement, quand on fait de l'investissement en immobilier, en private equity, on essaie de trouver une cible parce qu'elle présente un certain nombre de qualités et on va pouvoir s'appuyer là-dessus pour faire du TRI. Nous, on recherche quelque chose qui est imparfait avec l'ambition de le changer, d'en faire quelque chose de bien. Donc, dans les 12, il y a quelque chose d'absolument fondamental, c'est de comprendre les raisons, les causes de la difficulté. On a une entreprise qui perd de l'argent. Le point de départ, c'est de comprendre pourquoi, quels sont les facteurs, quels sont les circonstances qui l'ont amené à perdre de l'argent. Ça, c'est un peu le diagnostic, pour voir si on est en capacité de mettre un plan crédible qui permet de résoudre ces problèmes et de la rendre de nouveau profitable. Je vous prends un exemple absolument trivial, mais vous avez une société de transport qui perd son premier client, qui pèse 30% de son chiffre d'affaires, et la société ne se réorganise pas. Elle perd de l'argent. Là, vous avez votre diagnostic, c'est simple. Vous avez une bonne compréhension des causes de ces difficultés. Derrière, vous analysez si, à l'aide d'un plan social, d'un meilleur recours à la sous-traitance, de la fermeture d'un certain nombre d'usines qui sont non profitables, vous arrivez à baisser le point mort et à lui faire gagner de l'argent. Là, c'est le plan d'action. Si vous avez des convictions très fortes sur, vous avez bien compris quelles étaient les causes des difficultés A et B, vous êtes en capacité d'aller les résoudre, là, c'est un projet sur lequel, c'est un cas réel, c'est un cas dans lequel on s'est lancé. Mais grosse différence, et dans les 12, c'est vraiment ne pas se lancer dans une aventure si sur ces 2 points, une compréhension extrêmement fine, extrêmement précise des causes des difficultés d'une part et des moyens de les résoudre, si on n'a pas des convictions très fortes, il ne faut pas y aller. D'ailleurs, souvent, on fait l'association entre retournement et restructurer. Restructurer fait partie du process de retournement. C'est, entre guillemets, la première étape. Les décisions du passé qu'on n'a pas pu prendre, parce que je n'ai pas les moyens, pas les bonnes personnes pour le prendre. Le temps court, où je mets en place ces décisions et j'interviens tout de suite. Baisser le point mort, ça peut être un exemple, il y en a plein comme ça. Et ça, il faut très vite se faire des convictions pour être sûr d'avoir mis le curseur au bon niveau. C'est extrêmement important. Pour autant, ça sécurise la société, ce qui fera que ce sera une sortie par la suite avec une société qui se porte bien, qu'on peut revendre, et surtout dans lequel on peut emmener le management qui reste avec des talents qui ont envie de continuer. Ce n'est pas restructurer qui les fait rester. C'est restructurer, on traite les choses du passé qu'on n'a pas pu traiter, ils en sont très contents, on réinvestit sur le site, ils en sont très contents. Et derrière, il faut retrouver de la perspective sur la top line, sur des positions de marché. Et on ne peut pas faire les deux en même temps. On le voit bien quand on a des processus en redressement judiciaire, on voit, et qu'on connaît côté société, on voit tous les investisseurs passer. Quand on a des corporates qui se présentent pour reprendre un actif, quand on a des PI portfolios ou même des fonds d'investissement classiques qui se présentent, ils viennent très vite sur le projet de développement, en oubliant la case restructuration. Et l'un ne va pas sans l'autre, et le timing des deux est extrêmement important. Les fonds de retournement, souvent, ont une très forte crédibilité sur la première partie, rassurent tout le monde sur ce sujet, ils passent par cette étape. On n'oublie pas que par la suite, il faut quand même développer la société. Et cette ambition, elle est extrêmement importante. Une autre spécificité, moi je le dis souvent, en fait, on gère la pénurie dans ces situations-là. Pénurie de temps, pénurie de cash évidemment, qui génère une pénurie de temps, qui peut se traduire aussi dans certaines contraintes, par exemple une conciliation dont la durée est limitée. Donc on sait que il y a un countdown et on est obligé de boucler une négociation dans ce délai-là. Les procédures judiciaires sont plus longues, mais là encore, même si on peut avoir un petit ballon d'oxygène au début, on a quand même des périodes d'observation, donc les choses sont assez encadrées.
pénurie d'informations, on en a parlé. Souvent, les gens ne sont pas payés, les gens sont démotivés. Je vous en parlais, le fait qu'on doit traiter tout le monde avec égalité. Donc voilà, donc on peut avoir une pénurie d'informations. Il y a énormément d'aléas, je pense, quand on se jette dans ce type d'opération, sur avoir une idée en tête, un montant pratiquement d'investissement, mais sans véritablement savoir comment est-ce qu'il va être alloué. Je pense qu'il faut avoir pratiquement une réserve, des buffers, comme on dit, un peu partout, buffers sociaux, buffers de trésorerie, buffers de confort, d'investissement, parce que pour moi, il y a un aléa très fort sur ce qu'on va trouver. Il faut rappeler que c'est parfois des reprises au forfait, hein, il n'y a pas de possibilité de recours contre ces reprises. C'est toujours. Voilà. Et donc il faut se prémunir, à mon avis. Et il faut, voilà. Donc il y a un jeu de stratégie qui est clair. Donc est-ce que je fais ma meilleure offre dès le départ, ou est-ce que je vais monter, parce qu'on peut aussi monter dans un certain délai. Voilà. Donc il y a cette possibilité-là. Mais la stratégie aussi peut consister à essayer de jouer plus carte sur table tout de suite, notamment vis-à-vis des organisations syndicales ou des représentants des salariés. Moi, c'est ce que je pousse personnellement dans mes dossiers, d'essayer de montrer le sérieux des candidats et pas d'essayer de jouer cette surenchère auprès du tribunal. Voilà, donc il y a vraiment un certain nombre d'aléas, et jusqu'au bout, dès lors qu'un plan de redressement a la priorité, jusqu'au bout, le management peut l'emporter, par exemple, en compétition. Je pense c'est important de signaler qu'au-delà de vraiment bâtir un plan qui est crédible avec des fortes convictions, il y a la capacité d'aller partager cette conviction avec d'autres. Enfin, oui. Eric, qui fait beaucoup de reprises à la barre du tribunal, le dira encore mieux que moi. Avoir un très bon plan, c'est bien. Quand on passe dans une entreprise qui a été en déshérence pendant plusieurs mois, plusieurs années, avoir un plan et être capable de le vendre à tout un environnement, des salariés, un comité de direction, des fournisseurs, c'est souvent ça qui fait quand même une grosse différence, pas seulement pour gagner le dossier, pour sa bonne réalisation future. Non, je suis tout à fait d'accord avec toi, Renaud. C'est vrai que dans le cadre de reprise en RJ, j'aurais tendance à dire, une des choses essentielles, c'est qu'on est quand même dans un mode séduction. Il faut être capable de convaincre, de séduire tous les intervenants, parce que les salariés ont leur jeu à dire, mais la procédure, là, moi j'ai déjà un projet où on a planté, et par exemple, si je prends sur le dossier Altesse, en fait, on s'est retrouvé à 12 devant Impala. Et en fait, on a gagné parce que c'est ceux qui... J'étais pas le mieux positionné, de loin, puisque c'est le premier dossier, mais on est passé parce qu'en fait, on a réussi à convaincre. Et donc, cette partie-là, à mon avis, elle est importante, de vraiment réussir à convaincre, à séduire tous les partenaires. Dans la partie où, après, dans les dons, j'aurais tendance à dire, donc, ne pas... Dans les dons, une fois qu'on est à la manette, et pour compléter, moi je pense qu'en fait un des éléments qui est quand même assez déterminant, c'est qu'on doit, surtout sur des dossiers de RJ où vous prenez une société qui est au fond du trou, on doit être dans un mode d'action permanent. Et il faut analyser, mais il faut savoir tous les jours prendre des actions qui vont vous amener à améliorer les comptes, à diminuer vos coûts ou à avoir gagné des clients. Donc c'est un management où les gens attendent un leadership assez fort. Nous, on a repris des sociétés où du jour au lendemain, on se retrouve avec 150 personnes de moins, la moitié des effectifs. Et c'est brutal parce que ça se fait dans les 3-4 premières semaines après la reprise en RJ. Donc là, il y a besoin vraiment d'un capitaine à la barre qui va être dans l'action permanente. Et c'est une des difficultés potentiellement de gens qui ne sont pas habitués forcément au retournement. C'est que c'est vraiment du pragmatisme tous les jours. Même dans la reprise, dans un dossier de reprise en RJ, on ne va pas tout regarder, on n'a pas le temps. Donc il faut savoir sélectionner les quelques trucs qu'on va aller regarder dans la due diligence. Parce que de toute façon, sur Agatha, on a eu même pas un mois pour vraiment faire une première offre. Et je veux dire, on est obligé d'aller à l'essentiel. Donc voilà, donc ça c'est quand même... Et si on se perd dans trop d'analyses, dans trop de détails à vouloir faire un travail très exhaustif, on passe à côté et de toute façon, on peut se planter. Philippe ou Sam ? Moi, juste, quand je regarde ça un peu de l'extérieur, parce que j'ai écouté quelques minutes, je trouve qu'on vous donne une vision, je trouve, assez pessimiste du métier d'investisseur en distress. Et donc, on peut se dire, au fond, si c'est si compliqué que ça, pourquoi les gens... Et pour autant, quand on regarde ce marché,
on se rend compte que pour les acteurs qui réussissent, et il y en a un certain nombre qui sont sur ce panel et il y en a d'autres qui ne le sont pas, il y a à la fois en termes de money multiple et de TRI des résultats extraordinaires. Extraordinaires au sens étymologique du terme, c'est-à-dire un rendement beaucoup plus élevé que sur la classe d'actifs de private equity en tant que telle, mais effectivement avec moins d'argent déployé et avec peu d'acteurs, parce qu'il y a une vraie difficulté d'exécution au sens large de ces opérations qui fait que c'est un marché extraordinairement difficile d'accès. Et Mais cette alors, barrière Sam, à l'accès... si je peux me permettre de commenter, OK pour la vision négative, mais tu noteras que certes, il y a des acteurs, mais les acteurs qui réussissent, et il y en a, sont quand même ceux qui ont une pression à investir, qu'ils arrivent à gérer. C'est-à-dire, ce sont ceux qui n'ont pas une obligation à déployer telle que sur un horizon de temps, ils sont obligés de faire une bêtise. Moi, je crois qu'il n'y a aucun acteur du distressed, de vrai acteur du distressed. Je ne dis pas des gens qui rentrent parce qu'il y a des effets d'aubaine, parce qu'on a accès à de l'argent de la BPI ou l'Europe ou que sais-je encore, mais des vrais acteurs du distressed. Ces gens-là maîtrisent parfaitement leur investissement. Et je mets dans ces gens-là à la fois ceux qui sont ici sur le panel, mais aussi des acteurs internationaux. Mutares en est un, mais ça peut être Apollo, ça peut être des fonds basés à Londres qu'on connaît bien. Et tous ces gens-là ne déploient pas d'argent sur la base de la pression de leur LPs, ils déploient de l'argent uniquement pour faire des très gros multiples. Et je crois que c'est le cœur de ce métier. On a connu des exemples français d'acteurs qui avaient des pressions fortes à investir, qui les ont conduits à prendre un certain nombre de raccourcis et à monter les curseurs à des niveaux où il ne fallait sans doute pas les monter. Donc oui, il y a beaucoup de succès, mais plutôt pour ceux qui arrivent à résister à cette pression à investir et qui sont capables de faire une année blanche, une année et demie blanche, parce que le marché français, si on parle du marché français, ne justifie pas d'aller faire une transaction. Mais pour donner une illustration de ce que tu dis, il y a beaucoup de gens qui se sont dit, comme je peux faire un coup sur un actif distress, eh ben, je peux me permettre de reprendre plus de gens que nécessaire, je peux me permettre de prendre plus de risques sur une filiale où on a quelques doutes, je peux me permettre des choses. Le distress a cet avantage, c'est quand je fais des coups, et il y en a qui ont fait des coups, j'ai quand même gagné beaucoup à l'achat. En fait, je rentre pas cher et je sais que je ferai un coup. Donc, est-ce que je fais un super coup ou un coup, ça reste un coup. Mais si je dois rentrer pas cher, c'est-à-dire que j'ai accepté de dire non à certains moments. Je ne dis pas qu'il ne faut pas payer les actifs, ce n'est pas mon propos, mais je rentre quand même. J'ai accès à un actif que j'aurais sûrement payé très cher 1 ou 2 ans ou 3 ans plus tôt. Et ça, il faut toujours le garder en tête. Oui, ou 3 ans plus tard d'ailleurs. Ou 3 ans plus tard. Ça, c'est l'opportunisme. Peut-être pour développer sur la partie carve-out ou opération in bonis, donc pas reprise à la barre, ce qu'on fait plus, c'est-à-dire cession de filiales de groupe. Alors il y a bien évidemment toute l'approche cash à nouveau, hein, la compréhension des cash flows, des besoins de financement qui vont devoir être mis en place. Encore une fois, ce sont des opérations où vous avez peu d'aides externes. Concrètement, ce que vous payez comme prix d'acquisition, vous le financez vous-même, parce que c'est aussi des pertes de l'argent. Et puis il faut pouvoir anticiper les risques qui peuvent exister et pouvoir définir quels risques on est capable d'accepter, et aussi d'avoir la capacité financière de faire face à ces risques quand ils se produisent. S'il y a un certain nombre de litiges en cours avec une probabilité telle, il faut pouvoir les intégrer. On ne peut pas, dans ce type d'opération, prendre que le pire, parce que vous n'aurez pas le deal. Et on n'investirait jamais. Donc, si vous dites qu'il y a un risque RH, il y a un risque là, et vous n'y arriverez pas. Et généralement, les vendeurs ne sont pas tellement prêts à les couvrir. Parce que dans ces opérations de carve-out, ou dit aussi à prix négatif, hein, où le vendeur finance une partie du retournement, donc réinjecte de l'argent dans la société, la contrepartie, c'est quelque part, il y a un financement, mais on ne peut pas être là pendant 10 ans à vous soutenir s'il y a un problème. Donc, il faut vous assurer que vous avez les reins solides pour pouvoir le faire. Donc, il y a l'aspect financier. Pour revenir sur ce qu'avait dit Eric, il y a l'aspect humain, ce diagnostic humain, et celui-là, il est assez compliqué parce que, alors, dans les reprises à la barre, il y a une certaine publicité de l'opération. Il est connu, vous avez accès aux équipes dans un délai très court, mais vous avez accès. Dans les opérations que nous pouvons faire, elles sont souvent confidentielles jusqu'au bout du bout, jusqu'à ce qu'on informe, jusqu'à ce que l'offre soit finale. Et donc, la difficulté, c'est d'arriver à comprendre quelles sont les compétences dans l'entreprise et si les compétences sont encore là. On a repris une société d'ingénierie dans l'acier plus tôt cette année. La vraie question était de savoir si les personnes qui savaient développer les produits complexes qu'on vendait étaient encore là, et étaient les bonnes,
et s'il n'y avait pas une fuite des cerveaux concrètement dans un marché où trouver de la manœuvre n'est pas facile. Et ça, c'est souvent, alors je tourne surtout vers le vendeur et les conseils des vendeurs, c'est pour les vendeurs d'être capables de donner cette flexibilité dans ces processus complexes pour aussi donner cet accès-là. Ce qui n'est pas facile parce que la situation est complexe, les résultats baissent, on ne veut pas impliquer trop de monde, on a peur de la réaction des comités d'entreprise. Parfois, les comités d'entreprise ne sont pas informés de la session. Donc, il faut arriver à rentrer dedans pour comprendre, en termes d'humain et d'opérationnel, où les sociétés devront être soutenues et avec qui. Et c'est une partie importante chez nous du travail préparatoire, même avant la réalisation de l'opération, c'est de savoir quelles équipes on met en place pour soutenir la direction, où est-ce qu'on la renforce, et d'autant plus dans ces opérations de carve-out où généralement il y a des pans entiers de fonctions qui manquent. On regarde aujourd'hui une cible où il n'y a pas d'équipe commerciale, il n'y a pas d'équipe achat, donc il faut pouvoir compléter les équipes et il ne faut pas sous-estimer la difficulté que c'est à mettre en place d'ajouter des compétences, de soutenir les équipes dans un contexte assez dégradé. Moi, je rajouterais dans le carve-out qu'il y a toujours une schizophrénie du vendeur. C'est-à-dire que le vendeur explique que cet actif est extraordinaire, qu'il l'a gardé pendant 15 ans, il l'a soutenu et les équipes sont incroyables. Et en même temps, il est obligé de faire une opération prix négatif. Et cette schizophrénie dans le dialogue, on le retrouve dans la négociation avec le vendeur qui passe systématiquement de l'un à l'autre et parfois plusieurs fois dans la même phrase ou dans la même négociation. Et ça, c'est encore plus savoureux quand celui qui dirige le périmètre qui va faire l'objet du carve-out, mais qui, lui, a une corde de rappel pour rester sur la maison mère et ne pas vivre cette transformation radicale qui va avoir lieu. Le prix négatif, pardon, il s'entend, pour moi, de deux points de vue. Un, ça peut être le volet social, parce qu'il peut y avoir une restructuration qui coûte cher, et finalement, pourquoi est-ce que mon nouveau propriétaire va devoir subir ce coût-là? Donc ça, c'est quand même souvent une raison, même si elle est habillée autrement. Et l'autre chose, c'est qu'il y a derrière une idée de pérennité qui, effectivement, j'allais dire, s'impose, y compris dans les procédures amiables d'ailleurs, parce qu'il y a quand même l'intervention d'un juge, in fine, qui peut regarder si l'opération a quelque part coché la case pérennité, je vous le disais, économique ou industrielle, enfin les deux pour moi. Mais moi je serais assez positif pour rejoindre, sur quand même le succès de ces procédures-là, d'ailleurs les procédures préventives, et même les sessions en redressement judiciaire. Bien sûr, il y a eu des contre-exemples. Pensez à Ascométal, que moi j'ai vécu quand j'étais un jeune collaborateur, le tout premier, qui ensuite a été plus compliqué. Mais du coup, il y a quand même des vraies chances de succès dans ces opérations-là. Et effectivement, je pense qu'il n'y a pas à négliger. Comme tu le disais, Sam, il ne faut pas y aller s'il ne faut pas y aller, hein, pour le dire autrement. Parce qu'il y a aussi des vrais pièges, il y a aussi voilà, et là-dessus les conseils doivent jouer leur rôle à plein, mais il y a aussi des belles histoires, et ça marche. Je veux dire, sans trahir de secret, il y a plus de 70 à 80% de procédures préventives qui débouchent sur de belles restructurations, des belles reprises, etc., et qu'on voit jamais en judiciaire. Oui, et puis aujourd'hui, avec la réforme qui est rentrée en vigueur au 1er octobre, on a un champ des possibles qui s'est beaucoup élargi, à la fois par la capacité de mettre de l'argent avec un privilège dans le cadre de la conciliation et de la sauvegarde. Donc on peut faire des vrais, ce qu'on appelle dans le jargon anglo-saxon deep financing, c'est-à-dire ce financement qu'on fait hors procédure ou post-procédure et qui permet de mettre un pied dans la porte et être potentiellement le repreneur. La capacité d'écarter les actionnaires ou en tout cas de les traiter comme une classe de créanciers juniors et donc d'éviter de se retrouver dans ces situations de chantage de l'actionnaire qui a tout perdu et qui empêche la société de pouvoir se transformer. Et puis moi je crois beaucoup parce qu'on a et peu de gens qui en ont parlé, mais les plans de continuation, nouvelles formules, c'est-à-dire que la société est en redressement judiciaire, il y a toujours cette alternative entre céder les actifs dans le cadre d'un plan de cession ou faire un plan de continuation. Et aujourd'hui, on peut faire des plans de continuation qui passent par les classes de créanciers, qui permet d'écraser les créanciers les plus juniors, que ce soit les actionnaires, les obligataires juniors ou même certains créanciers, et donc de permettre à un investisseur
d'utiliser le redressement judiciaire, de ne pas passer par la case processus ultra compétitif du plan de cession qu'on connaît tous, mais de faire un plan de continuation et de nettoyer le bilan et de sortir la personne morale du redressement judiciaire, mais avec un bilan nettoyé. Donc on a une boîte à outils qui va du mandat ad hoc à la conciliation qui permettent de faire les carve-out jusqu'aux sauvegardes qui permettent de mettre en œuvre des accords qui ont été trouvés en conciliation et puis des redressements judiciaires avec les plans de cession et le plan de continuation nouvelle formule, qui fait qu'on peut, d'un point de vue en tout cas juridico-financier, quasiment tout faire, que ça soit une boîte cotée ou une boîte non cotée d'ailleurs. Et le prépack, pardon, qui est devenu, enfin qui se vulgarise, moi je trouve, c'est-à-dire qu'effectivement, pour ceux qui ne sont pas familiers, c'est je prépare ma cession dans le cadre d'une procédure amiable. Comme c'est confidentiel, on vous l'a dit, j'abîme pas, ou en tout cas moins, l'entreprise, et puis je transforme l'essai en procédure collective, mais avec une durée assez limitée. Et ça, avec un vrai candidat solide, les juridictions sont friandes de ça. S'il y a un vrai projet effectivement financé, pérenne, on l'a dit, c'est le premier critère. Nous, on arrive, en tant qu'administrateur, on arrive à le vendre, si je puis dire. Après, on a beaucoup plus d'outils, donc beaucoup plus de situations pour appréhender. On a rajouté aussi un peu de complexité parce que quand on n'est pas de ce monde-là, ça amène presque une peur de se dire tous ces outils qu'on j'ai traités. On est convaincu, mais notre position est facile, que c'est une opportunité énorme, mais quand on ne fait pas partie de ce monde, c'est quand même une complexité complémentaire, je trouve. Je peux confirmer ça. Quand j'explique les opérations en France à mes collègues à l'étranger, en Allemagne, en Angleterre ou autre, un dossier de retournement en Angleterre, par exemple, on peut vous demander de remettre une offre ferme avec un markup de SPA 10 jours après vous avoir donné l'infomémo. Très vite. Et tout le monde fait ça, et c'est une analyse très bilancielle, quelles sont les valeurs des actifs, qu'est-ce qui se passe si ça ne va pas bien. Et en Allemagne, vous pouvez avoir une opération qui se fait en 1 ou 2 mois, parce qu'il y a un certain nombre de cases qui n'existent pas. Il n'y a pas la case comité d'entreprise, par exemple, qui est assez longue, on en parlera, je pense, en France. Il n'y a pas la case conciliation-homologation, hein, ce que tu disais, mais c'est vrai que on le voit de plus en plus dans les opérations en France, hein, même dans les opérations in bonis, c'est-à-dire qu'il y a la validation par un tribunal de l'opération et donc l'accompagnement par un conciliateur, ce qui demande aussi un travail complémentaire, un travail d'explication complémentaire, des business plans très précis, afin de démontrer la pérennité de notre plan. Parce qu'il y a aussi un certain paradoxe, parce que comme on vient de l'expliquer, en réalité, il y a beaucoup d'inconnus au moment où on fait l'opération. Il va y avoir beaucoup de bonnes surprises, beaucoup de mauvaises surprises. On peut avoir des convictions. La trajectoire pour arriver à la cible, elle sera faite de haut et de bas. Et donc ces outils sont très utiles et font qu'il y a certaines des opérations qui réussissent en France. La contrainte parfois, c'est que ça fait des opérations très longues. Il y a beaucoup d'incertitudes, où la société continue à se dégrader, où les gens se posent beaucoup de questions. Et ça peut avoir un effet contre-productif, et il faut savoir le prendre en compte aussi dans ces projections. On peut espérer faire une opération fin 2020 et résultat, elle est mi-2022. Alors, avant de prendre vos questions, que vous allez avoir 5 minutes pour préparer, une dernière question qui est un peu inévitable en ce moment, je suis désolée de la poser, on vous la pose tout le temps. Qu'est-ce qui a changé depuis le début de la crise sanitaire sur ce type d'investissement ? Je pense que les mesures nécessaires, vigoureuses d'apport de liquidité dans l'économie ont diminué assez fortement les opportunités sur tout ce qui touche les procédures collectives. On a eu des niveaux records, absolument bas de nombre de défaillances d'entreprises en France à la fin de l'année 2020, ce qui est un paradoxe, mais quand on voit la mise en place des PGE, la mise en place des subventions dans les secteurs qui étaient particulièrement touchés. Donc le premier effet, c'est plutôt beaucoup moins d'opportunités sur tout ce qui est procédure collective. L'impact sur les carve-out, je pense, est plus mesuré, parce que c'est plutôt dans le cadre de revues de portefeuille que les gens enclenchent des processus de carve-out. Mais pour des procédures collectives, c'est un quasi-arrêt du pipe. Maintenant, les PGE ont vocation, pour la plupart, à être remboursés. Les difficultés réelles qui ont pu naître du Covid n'ont pas disparu. Et là, on assiste déjà à la fin de l'année 2021 à une hausse assez nette, en réalité, du nombre d'opportunités de sociétés qui se rapprochent gentiment, mais sûrement de la cessation de paiement, qui est en général le point de départ
quand on est assez loin d'une conciliation, quand on est trop près de l'ouverture d'un redressement judiciaire. Oui, effectivement, ça a créé un vide dans nos professions en tout cas. On ne va pas parler de nous, on ne va pas faire pitié, mais je pense que il y a eu énormément d'argent investi dans l'économie, hein, tout le monde l'a vu, vraiment. Et d'ailleurs, je pense que c'était difficile pour un gouvernement de faire la part des choses entre les sociétés qui en avaient véritablement besoin et à quel niveau. Donc la crise était sans précédent. Et à l'époque où ça a été fait, ça a été, à mon sens, bien fait, même si nous, aujourd'hui, on en souffre un peu. Je pense qu'effectivement, il faut regarder devant, hein, comme on dit. Le pare-brise, c'est toujours plus grand qu'un rétroviseur. Donc moi, je vois effectivement plus de 800 000 entreprises qui ont pris des PGE, pratiquement 1 million d'entreprises qui ont pris des échéanciers avec l'URSSAF ou le Trésor, donc via les CCSF, des entreprises qui se sont endettées de manière opportuniste, si je puis dire, grâce au PGE, donc qui ont effectivement, les bourses se sont déliées assez facilement. Et aujourd'hui, un PGE, pour rembourser, avec les prorogations, c'est 5 ans. Donc quand vous avez 25% de votre chiffre d'affaires que vous avez en dette et 5 ans pour le rembourser, vous voyez tout de suite la rentabilité qu'il vous faut pour... voilà. Et donc les entreprises, c'est mathématique, hein, qui n'y seront pas, vont devoir passer par une restructuration financière ou par un investisseur, ou les deux. Donc pour moi, c'est effectivement des opportunités en nombre, en grand nombre. Donc je pense. Après, c'est vrai que pour l'instant, les choses sont encore, j'allais dire, tétanisées probablement jusqu'aux élections présidentielles, mais je pense que les vannes, on va dire, sont en train de s'ouvrir parce que les gens savent quand même compter et voient leurs échéances arriver. Ouais, le seul bémol à ça, c'est qu'à un moment donné, il faut que les dirigeants européens sortent du quoi qu'il en coûte. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui. Là, la France vient de lancer un fonds de transition qui vient d'être accepté par la Commission dans le cadre des aides d'État. D'autres pays sont en train de le faire. C'est-à-dire des mesures, après avoir fait le PGE, donc on ne peut plus rajouter de la dette. Donc là, on commence à trouver des instruments de fonds propres ou de quasi-fonds propres. Sont beaucoup plus sévères que n'était celle du PGE. Hein. Oui, mais moi j'étais sur un call hier avec eux et ils nous ont dit très clairement qu'ils avaient une grande flexibilité, qu'ils avaient négocié avec la Commission sur ces conditions-là. Donc moi je crois qu'il n'y a pas encore eu la petite révolution culturelle chez les dirigeants européens pour mettre fin aux vannes d'argent qui rentrent sur le marché. Donc notre marché du distressed va quand même rester distressed pendant un petit moment compte tenu des aides qui arrivent. Sauf le carve-out, c'est un peu différent. Et après, je pense qu'il faut se séparer. Il y a les PME, les ETI, un groupe de restauration qui a 3-4 restaurants. Lui, il est gavé aujourd'hui des aides. Comment il va les traiter, c'est un sujet, mais il a du temps pour réfléchir à l'anticiper. Du upper mid-cap qui était exclu d'une certaine manière de ces mesures et qui, lui, à mon sens, aujourd'hui en train de se préparer ou réfléchir au M&A pour se traiter ces problèmes plutôt que se restructurer. Et ça, c'est un vrai sujet parce qu'on va initier des process M&A un peu classiques dans des animaux qui ont peut-être un bilan déséquilibré, c'est vrai, mais qui ont aussi un peu souffert et donc sont aussi un peu malades. Et ça va être un vrai sujet. Est-ce que ces gens-là prennent le marché du retournement ou vont essayer de rester dans le classique, je pense. Moi, juste de notre côté, en fait, ça a été des douleurs et des opportunités. Alors, de notre côté, nous, on a des activités qui n'ont pas trop souffert notamment, on a une activité qui dépend du luxe et pour le coup, ça a été plutôt une reprise très, très rapide. Mais on a d'autres activités dans le retail où on a souffert et donc on a dû rentrer dans un retournement, hein, un deuxième retournement pour le coup, parce qu'il a fallu quand même prendre la vision de la menace, hein, parce qu'elle était réelle dans le retail, ça a été dur. Moi, j'ai eu aussi le challenge de devoir piloter une usine en Thaïlande sans y aller. Ça fait 2 ans. Hein, et je peux vous assurer qu'on est très content d'avoir mis les gens qu'il fallait 2 ans avant parce que c'est dur. Hein. C'est extrêmement dur de pouvoir piloter une usine de 250 personnes à distance sans y aller, quoi. Et par contre, on a eu des très belles opportunités parce que autant je pense que, je suis d'accord avec vous, il y a eu énormément d'aides, mais dans le retail, on a quand même eu des mastodontes qui se sont effondrés. Et on a notamment un acteur, je ne sais pas ce que ça deviendra, mais la FIB a raclé des milliers de points de vente. Hein, on les a eu, nous, face à Agatha, mais ils sont allés chercher Camailleux et tous les mois, ils achetaient quelque chose d'autre, quoi. Donc là, au niveau de l'immobilier dans le retail, je ne sais pas si c'est un bon coup ou pas. Certains disent qu'il est fou, d'autres disent que c'est un visionnaire, voyons. Mais il y a eu des opportunités. Nous, Agatha était une opportunité. Si le Covid n'était pas arrivé, ça ne serait pas tombé. Voilà. Donc,
Maintenant, je suis d'accord, il y a eu énormément d'argent qui a été investi par le ministère et je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui vont se retrouver dans un état de surendettement avec des opportunités qui devraient se présager dans les années à venir. Et du fait de la structuration de l'économie française, beaucoup on en parlait de petites et moyennes entreprises qui font défaut, à mon avis, ou en tout cas qui n'ont pas forcément les financeurs. Nous, on le voit. Je pense qu'il y a là, pour le coup, alors moi, je ne suis pas investisseur, mais je pense que c'est quelque chose qui fait défaut en France, ce lien entre la taille des entreprises et le financement. Je pense que là, il y a un marché à prendre pour le coup. Philippe, je vous laisse conclure. Peut-être pour une autre note sur le carve-out qui a été effectivement assez différent. Le Covid, ça a été une période tout de même où ça n'arrive pas tous les jours. Hein. Donc pour nous, ça a été un nombre d'opportunités incroyables. Donc professionnellement, c'était une année ou une année et demie incroyable. On a fait 12 acquisitions cette année, 6 en France. Personnellement, c'était atroce. Hein. Je ne souhaite pas qu'on le fasse, mais effectivement, on a eu tellement de changements, de décisions de stratégie de groupe dans tous les pays et de réflexion, c'est qu'on a eu un pipeline qui a été très fourni. Ce qui a changé aussi, c'est un petit peu les process, hein, les bonnes habitudes qui ont été prises de maintenant tout faire par Teams. Nous, au contraire, la seule chose qu'on veut, c'est de pouvoir aller dans l'entreprise le plus possible. Et donc, on a fait des opérations, vous ne voyez pas les usines. Maintenant, on fait des opérations avec pas mal de virtuel. Ça, c'est compliqué, notre métier. Et je dirais, forcément, ça impacte aussi nos participations. Nous, chez Mutares, on a à peu près 1 milliard de chiffre d'affaires dans l'automobile. Vous imaginez que les réflexions sont importantes, hein, et qu'on subit la même chose que ce secteur. Donc les conséquences du Covid et les conséquences sur certains secteurs, alors on n'est pas exposé au transport, aux loisirs ou autres, donc tant mieux, mais on est exposé à l'automobile. Les conséquences sur les matières premières, l'inflation actuelle, font que dans les opérations d'investissement ou de l'analyse des dossiers d'investissement, on a encore moins de visibilité qu'avant. Qu'est-ce qui va se passer sur les cours? Qu'est-ce qui va se passer sur les marchés? Quand est-ce que ça va revenir à la normale? Et ça rajoute finalement une couche de complexité et d'incertitude dans les opérations. Alors pas pour devenir négatif, hein, encore une fois, la période est passionnante, mais il faut s'entourer de plus en plus et le travail d'analyse devient de plus en plus dense et intense. Merci beaucoup. Avant de vous souhaiter un bon déjeuner, est-ce que vous avez des questions à poser à nos intervenants? N'hésitez pas, c'est le moment ou jamais. Le plus dur, c'est la première. Oui, c'est ça. Ok, donc ça veut dire que c'était super clair. Si vous avez quand même des questions en personnel, n'hésitez pas à venir après et vous rapprocher. Merci beaucoup à tous les 6 pour votre éclairage très intéressant et Merci, puis prometteur pour la suite surtout. Merci à vous d'avoir été parmi nous ce matin. Cette conférence conclut donc notre matinée. Je vous invite à nous retrouver au déjeuner et à 1h45, on aura la keynote d'ouverture avec Klaus von Hermann qui est Managing Partner de Triton Partners. Merci beaucoup, à tout à l'heure. Merci.